Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur les premières notions des logiciels de type tableur. Uniquement des notions de base dans cette vidéo pour vraiment ceux qui n'auraient jamais croisé un tableur de leur vie précédemment, ou bien il y a très longtemps. Je vais vous faire 2-3 rappels qui vont vous servir dans les TP que vous allez avoir à faire. Pourquoi utiliser un tableur? Qu'est-ce que c'est que ce type de logiciel? C'est un logiciel qui va permettre de recenser des données que vous avez obtenues par exemple sur des manips expérimentales ou bien collectées sur Internet avant de les analyser ou tout simplement pour les mettre en forme. Le tableur va vous permettre d'effectuer de façon automatique un certain nombre de calculs, par exemple des moyennes, des écarts types, des tests statistiques, et vous pouvez mettre en place ces calculs et changer simplement certaines données ou rajouter des données supplémentaires et automatiquement les résultats de ces calculs, moyennes, écarts types, tests statistiques, vont être mis à jour. On va pouvoir faire des calculs relativement sophistiqués, si bien qu'on peut faire aussi quelques opérations d'analyse de données. Essayer de détecter des dépendances entre certaines variables, par exemple, suite à un questionnaire ou bien suite à plusieurs mesures. On peut aussi obtenir des représentations graphiques sous la forme de courbes, d'histogrammes, de diagrammes qu'on appelle camembert, des bâtons, etc. Et enfin, on peut se servir d'un tableur comme étant une base de données un petit peu simplifiée dans laquelle on va venir effectuer un certain nombre de tris et extraire des informations bien ciblées par des requêtes que l'on pourra spécifier dans un langage utilisant des fonctions prédéfinies par le tableur. Ces derniers items seront vus en fait uniquement en TP. La vidéo va se concentrer simplement sur les premiers points donnés en exemple. Alors, quel type de logiciel? Suivant le système d'exploitation que vous utilisez, vous avez plusieurs choix. Vous allez utiliser Excel pour la plupart à l'école, puisque sur le système d'exploitation Windows, c'est le tableur phare, le tableur que vous retrouverez le plus souvent en entreprise. Comment se présente un document pour un tableur? En fait, on appelle ça un classeur, et ce classeur est lui-même divisé en un certain nombre de feuilles de calcul. Vous voyez ici feuille numéro 1, feuille numéro 2, feuille numéro 3. Vous pouvez bien sûr renommer ces feuilles de calcul. Chaque feuille de calcul, vous le voyez, est décomposée en un damier, une grande grille de cellules. Chaque point, chaque zone rectangulaire étant une cellule. Chaque cellule va elle-même être désignée par des coordonnées constituées par un nom de colonne et un numéro de ligne. Par exemple, vous avez la cellule B2, c'est la cellule qui se situe dans la colonne B et dans la ligne 2. Voilà comment se compose principalement la fenêtre Excel. Nous avons un certain nombre de fonctions essentielles qui sont disponibles dans une barre de menu très courte ici. Puis nous avons un certain nombre d'onglets, accueil, insertion, mise en page, etc. Une fois que vous avez choisi un onglet, vous avez plusieurs groupes de fonctionnalités qui sont disponibles. Donc par exemple, dans l'onglet accueil qui est sélectionné ici, vous avez un groupe de fonctions qui sont liées au presse-papier, donc ce qui va permettre de faire des copier-coller par exemple, ou couper. Vous avez un certain nombre de fonctionnalités qui correspondent à la police que vous utilisez, c'est-à-dire la fonte de caractères que vous utilisez, quelle taille, quelle couleur, quel background, etc. Et ainsi de suite. Ensuite, la zone principale d'édition va être cet espace de travail ici, découpé, comme je vous l'ai dit, en cellules. Sur le haut, vous avez le nom des colonnes, et sur la gauche, le numéro des lignes. Donc la cellule B2 dont j'ai parlé tout à l'heure se situe ici, d'accord, dans la colonne B et la ligne 2. Ici, vous avez aussi la possibilité d'avoir de l'aide sur un certain nombre de fonctions que vous pouvez utiliser pour calculer des moyennes, des sommes, des écarts types, etc. Et puis, quelques modalités d'affichage qui sont gérables en fait ici par ces boutons sur le bas. Donc voilà l'essentiel de la fenêtre Excel que nous explorerons plus en détail dans les TP. Ici, un zoom sur les groupes de fonctions. On est toujours dans l'onglet Accueil. Ici, les fonctions presse-papier, les fonctions police, les fonctions alignement, etc. Essentiellement ce que je vous ai dit précédemment. Et de temps en temps, vous avez un petit dispositif comme ce bouton ici qui vous permet de lancer une boîte de dialogue qui va vous permettre de régler plus finement un certain nombre d'options liées, par exemple ici, à la façon dont les nombres sont représentés. Est-ce qu'il faut mettre 2 chiffres après la virgule ou pas, etc. Le contenu des cellules, en fait, peut être soit des données, ça peut être du texte, un titre par exemple, que ce soit un titre de colonne ou un titre de document, ou bien ça peut être essentiellement des valeurs numériques, c'est essentiellement ce qu'on utilisera. Et
Aussi, vous avez la possibilité d'indiquer les formules. Ici, quand je dois rentrer des données dans une cellule, 5, 3 et 8, je me contente simplement d'utiliser le clavier et de taper ces nombres-là. Quand je veux taper une formule, par exemple ici, dans la dernière cellule de cette ligne-là, je demande à Excel d'effectuer la somme des cases qui sont situées à gauche de cette formule-là. Donc, le fait que j'utilise une formule doit être signifié à Excel en commençant à taper le contenu de cette cellule par un symbole égal. Donc je tape ce symbole égal qui apparaît ici. Ensuite, je vais taper le nom de la fonction et lui donner les paramètres entre parenthèses. Ici, regardez, entre parenthèses, j'ai indiqué A2, AC2. A2, en fait, c'est la case qui est ici, la première donnée que je vais utiliser dans ma somme. Et C2, c'est la dernière donnée que je vais utiliser dans ma somme. Et ici, ces deux noms de cellules, vous voyez le symbole de point. Le symbole de point qui indique qu'on va désigner une plage de cellules. Une fois qu'on a indiqué la formule, on tape Entrée et Excel calcule le résultat et nous met ce chiffre 19 ici dans la cellule de résultat. Alors on l'a vu sur la diapo précédente, les plages de cellules, cet ensemble de cellules, sont désignées par deux cellules. Une cellule qui en marque le début et une cellule qui en marque la fin. En fait ici, on va utiliser systématiquement la cellule qui est en haut à gauche et la cellule qui est en bas à droite. Donc la zone qui est sélectionnée ici sur la diapo va de B2 jusqu'à D4 cette fois. D'accord? Et donc dans la cellule ici qui demande une somme de toutes les valeurs rentrées dans cette zone de données, on indique somme de B2 à D4 et on n'oublie pas de mettre le symbole égal qui indique à Excel que là c'est à lui de bosser, c'est à lui de nous proposer un résultat en fonction d'un certain nombre d'informations qu'on a déjà rentrées dans la feuille de calcul. Vous noterez que sur cette feuille, je n'ai absolument aucune donnée encore dans cette plage de cellules. Ça ne m'empêche pas de rentrer la formule demandant la somme de ces valeurs à Excel. Et plus tard, quand je vais rentrer des données dans cette plage de cellules, au fur et à mesure que je vais rentrer les données, Excel va venir mettre à jour la somme des valeurs rentrées. On l'a vu, Excel référence les cellules en fonction de leur numéro de ligne, ici, et de leur nom de colonne. Supposons que dans cette cellule B4, je demande à effectuer un calcul qui est la multiplication de la donnée située en B2 et de celle qui est située en A4. Si je veux faire une opération similaire dans les cellules qui sont autour de la cellule B4, c'est-à-dire avoir d'autres multiplications, plutôt que de recopier systématiquement la formule, il y a un mécanisme qui permet de recopier automatiquement la formule en l'adaptant systématiquement. Ce mécanisme-là, en fait, consiste à prendre la poignée, à sélectionner la cellule B4 et prendre cette petite poignée, là, ce carré noir que vous voyez, et en cliquant sur la souris, à venir l'étendre soit vers le bas, soit vers la droite, soit dans les deux directions à la fois, à toute une plage de cellules. Ce qui est fait automatiquement par Excel, c'est que les références sont mises à jour, adaptées. C'est-à-dire que par exemple ici, dans B4, on utilise la cellule B2 et la cellule A4. Si je choisis de recopier cette formule vers le bas, je serai descendu en termes de numéro de ligne, donc automatiquement, les numéros de ligne de la formule que j'obtiens auront effectué le même mouvement. C'est-à-dire que de B2, je suis passé à B3, et de A4, je serai passé à A5. D'accord? Ça, c'est la logique qui veut que j'avais une formule dans la cellule B4, et cette formule, je l'ai utilisée sur la cellule B5. Comme je suis descendu d'une ligne, Excel adapte automatiquement les références utilisées dans la formule en descendant d'une ligne aussi. Même chose, si je change de colonne, supposons que je prenne la formule de la cellule B4 et je l'amène dans la cellule C4, j'ai changé de colonne, automatiquement, vous voyez que ma formule dans la cellule C4 mentionne maintenant les colonnes C et B, et non plus B et A. D'accord? Donc Excel, par ce mécanisme-là, va nous permettre de recopier les formules très très facilement. Voyons tout de suite une démonstration de comment ça se passe dans l'outil. Ici, dans la cellule B4, nous avons la formule égale B2 fois A4, égale qui indique que c'est un calcul qui est à réaliser par Excel, B2 fois A4. Vous voyez, quand je clique sur la zone de fonction ici, les deux autres cellules qui sont impliquées dans le calcul, dont le résultat doit s'inscrire dans cette cellule-là, sont mis en surbrillance, B2 en bleu ici et A4 en vert ici. Donc, j'ai cette formule-là, B2 fois A4, j'étends la formule sur le bas. Qu'est-ce qui va se passer? Comme je passe du rang 4 au rang 5, il va y avoir une adaptation des numéros, et effectivement, B2 est devenu B3, et A4 est devenu A5. Autrement dit,
cette cellule-là, B4, utilisait cette zone-là et cette zone-là. Et maintenant, ce sont ces deux zones-là qui sont utilisées pour la cellule en dessous. Donc on voit que Excel s'est adapté automatiquement en termes de numéro de ligne à utiliser dans la formule. Si je prends la formule de cette cellule B4 encore une fois et que cette fois je la recopie sur la droite, donc je change de colonne, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une adaptation cette fois sur le nom des colonnes. Regardez, je suis dans la case C4 maintenant, et effectivement, à la place d'avoir B et A comme colonnes mentionnées, j'ai C et B. Je peux cliquer là-haut pour voir que, en fait, effectivement, c'est toujours la case qui est à gauche de l'endroit où je veux effectuer un calcul qui est désigné, et celle qui se situe 2 pas juste au-dessus. D'accord ? C'était déjà le cas ici, et c'est aussi le cas ici. Donc Excel a adapté automatiquement les références des cases qui sont mentionnées dans le calcul pour afficher le résultat en fait dans cette cellule C4. Cette adaptation nous est bien pratique dans un certain nombre de cas. Voilà, nous avons vu comment fonctionnait la copie automatique de formules, mais il existe des cas où on n'a pas envie qu'Excel mette à jour les cellules que l'on référence dans les formules. Voyons un tel cas tout de suite sur la diapo. Je dispose ici d'une quantité d'argent en euros, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 10 euros, et je veux la traduction en francs, la monnaie qui était utilisée avant dans ce pays. Tout en haut, j'ai le taux de change pour 1 euro, je peux avoir 6,55956 francs. Je vais utiliser ce taux de change pour calculer la valeur qui va dans la cellule B4. Quelle formule je vais taper? Je dis que B4, sa valeur va correspondre ici à la somme d'argent qui est indiquée en euros sur la gauche, multipliée par le taux de change. Donc, tout se passe bien, j'obtiens le bon résultat. Maintenant, j'attrape la poignée de recopie et j'essaye d'étendre cette formule vers le bas. Et je vais me retrouver avec un certain nombre d'erreurs. Pourquoi je vais avoir cette erreur-là? Tout simplement parce que, comme je suis descendu d'une cellule vers le bas, Excel a adapté automatiquement le numéro de ligne. Et entre autres, B1 était remplacé par B2. Mais ça ne va pas parce que le taux de change, il est dans B1. Et il doit être dans B1, en fait, pour toutes les cellules qui sont là, en dessous. D'accord ? Il n'est pas question de descendre d'une cellule à chaque fois que je vais adapter la formule. Je ne veux pas qu'il modifie les références de cette cellule et je veux que pour tous les calculs de cette colonne-là, il mentionne B1. Alors pour ceux qui ont déjà fait un peu d'Excel, posez-vous la question, comment on fait ça? Et pour ceux qui ne l'ont pas fait encore, je vous donne tout de suite la solution. Donc, récapitulons. Par défaut, quand je donne une adresse de cellule dans une formule, cette adresse est relative, c'est-à-dire qu'Excel a le droit de bouger la cellule, les références de cette cellule, quand je vais faire des recopies de la formule à d'autres endroits. Une autre possibilité, c'est de transformer une adresse qui intervient dans une formule en une adresse qu'on va appeler absolue, c'est-à-dire une adresse immuable. On ne veut pas qu'il fasse évoluer cette référence de cellule quand on va recopier la formule à d'autres endroits. Comment on va faire ça? On va utiliser le caractère $, et on va le faire précéder soit le numéro de la colonne, soit le numéro de la ligne, soit les deux à la fois. Dans le premier cas, on indique à Excel qu'il a le droit de modifier le numéro de ligne. Il va éventuellement pouvoir remplacer ce 1 par un 2, un 3, etc. Par contre, il ne doit absolument pas toucher au numéro de colonne. Ici, c'est l'inverse. Il peut toucher à la colonne, mais il n'a pas le droit de toucher à la ligne. Et ici, il n'a le droit ni de toucher à la colonne, ni de toucher à la ligne. Application, revenons sur notre exemple. En ayant modifié la formule ici de la cellule B4, en lui disant « je vais mettre B$1 », pourquoi? Parce que je veux que ça reste en fait ici cette cellule de la ligne 1. Je peux ensuite attraper ma formule et l'étendre vers le bas pour calculer la somme en francs équivalente à ces sommes en euros. Et ce qu'on voit ici, c'est que le calcul se déroule maintenant de façon correcte. Voyons cela directement dans l'outil, parce que j'ai 2-3 autres commentaires à vous faire au passage. Dans la colonne de gauche, nous avons ici des sommes en euros que nous voulons convertir dans la colonne B en la somme équivalente en francs. Alors pour l'instant, j'ai indiqué la somme de 1 euro et de 2 euros. Si je prends cette somme de 1 euro pour essayer de l'étendre vers le bas et d'obtenir 2, 3, 4, 5, etc., vous voyez qu'Excel ne va pas incrémenter la somme d'argent. Donc j'annule, CTRL Z, je reviens, je sélectionne cette fois les deux cellules, et là j'ai une progression de 1 vers 2. Donc Excel va pouvoir faire
automatiquement l'adaptation et comprendre que ce que je veux, c'est incrémenter cette valeur-là de 1 systématiquement. Maintenant, je peux convertir entre 1 et 10 euros. Prenons la formule de la case B4 qui permet de savoir à combien 1 euro correspond de francs. Cette formule, en fait, fait jouer le taux de conversion qui est là-haut dans la case B1 et la somme en euros, ici, sur la gauche de la cellule B4. Vous voyez ces deux zones-là indiquées. Je prends cette formule et je la recopie pour convertir mes sommes en euros suivantes. Et on voit que ça ne fonctionne pas. Alors pourquoi ça ne fonctionne pas? Par exemple, cliquons dans la cellule B5. Cette cellule, quand je vais dans la zone de fonction, je vois qu'elle n'utilise pas le taux de change, mais qu'elle utilise la case juste en dessous. Pourquoi? Parce que cette formule de taux de change, ici, ce taux de change qui est dans B1, n'était pas protégé par un symbole $. Donc Excel, au moment où j'ai recopié la formule vers le bas, a fait descendre la cellule B1 pour dire d'utiliser B2, puis B3, etc. Donc il a fait un petit peu n'importe quoi par rapport à ce qu'on veut. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va protéger ce taux de change avec des dollars. J'en mets partout dans un premier temps quand je ne suis pas trop sûr. Voilà. Et maintenant, cette formule avec des dollars, je l'étends vers le bas et ça devrait fonctionner. Par exemple, ici, je vois bien que dans toutes ces formules-là, c'est toujours la formule $B, $1 qui est utilisée. La somme en francs grandit progressivement au fur et à mesure que la somme en euros progresse aussi. Ok, supposons que maintenant je veuille convertir mes euros en dollars US, par exemple. Je vais indiquer un taux de conversion qui est à 1,359 aujourd'hui. Voilà, ici je prends ma formule, je la recopie sur la droite, et j'obtiens une somme extrêmement bizarre de 43 $. Alors, allons vérifier ce qui s'est passé. En fait, ici, je n'avais pas protégé la cellule tout à fait à gauche contre les recopies. J'avais B4, qui est donc j'avais A4, ici, vous voyez, qui est devenu donc ici, B4, quand on s'est décalé d'une colonne vers la droite. Donc ça ne va pas, parce qu'en fait, ce n'est pas 6,55 francs auquel je dois appliquer ce taux de change. Ce taux de change, c'est un taux de change d'euro vers le dollar. Donc pour recommencer tout ça, je vais dire qu'en fait, ce A, il ne doit pas y toucher. Ça doit rester la colonne A. Hop, je fais ça. Je redescends, calculer mes conversions en francs avec cette protection prise. Pour les conversions en francs, vous voyez que ça n'a pas changé le montant parce que ce n'était pas important, je ne changeais pas de colonne. Par contre, maintenant, quand je vais étendre pour avoir des dollars, je devrais avoir une différence. Alors que s'est-il passé? J'utilise bien maintenant, cette fois, la case A4 pour obtenir en US dollars, ici en C4, le résultat. Par contre, on a un souci, c'est que j'avais trop protégé mon taux de change. Je devais le protéger uniquement contre les variations en numéro de ligne, c'est-à-dire en fait protéger le 1, et j'ai protégé aussi le B. Donc vous voyez que j'ai beau avoir fait une recopie, on référence toujours le taux de change des francs et non pas celui des dollars. Donc en fait, ce qu'il fallait faire, c'est ici, protéger uniquement le numéro de ligne. Je recopie ici, ça ne change pas puisqu'en fait le numéro de ligne est toujours protégé. Et quand je vais étendre ici au dollar, cette fois je vais avoir la bonne somme en dollars. Donc 1 euro correspond bien à 1,359 $. Et cette fois je peux étendre vers le bas et obtenir les sommes correctes en dollars pour ces sommes en euros. Voilà, après cette démonstration des références relatives par rapport aux références absolues, voyons quelques applications pour, par exemple, gérer le budget d'un étudiant. Donc nous avons ici le budget de cet étudiant à l'année. Il va effectuer un certain nombre de dépenses, comme ses loyers, ses repas, ses sorties. Vous voyez qu'à chaque fois, on a le coût unitaire, par exemple ici, du loyer, et on a le nombre de fois qu'il va, dans l'année, devoir appliquer ce poste de dépense. Par exemple, supposons que les mois d'été, il ne soit pas dans son appart à côté de l'université, il n'aura donc qu'à payer que 10 mois de loyer, ce qui fera une somme de 5 500 €. Ici, il a un certain nombre de recettes. Il travaille par exemple pour une chaîne de fast-food. Il a ses parents qui lui fournissent un petit support financier et il a mis un peu d'argent en fonction du travail qu'il a effectué cet été. Et puis, il a un certain nombre de bourses qui lui amènent aussi un revenu.
Je vais vous poser un certain nombre de questions et je vous encourage, comme d'habitude, à mettre en pause la vidéo pour répondre à chacune de ces questions. Première question, quelle formule indiquer dans la cellule E6, ici, pour calculer quel va être le coût de l'ensemble des repas qu'il va prendre à l'année? Quelle formule dois-je indiquer à cet endroit-là? Deuxième question, à la place d'utiliser le clavier pour taper la formule, est-ce que j'aurais pu utiliser uniquement ma souris? Autre question, si on copie le contenu de la cellule E6, ici, et qu'on colle ceci dans la cellule I5, ici, quel va être le montant calculé pour cette cellule-là? Sera-t-il correct? Dernière question, si je devais mettre une formule à la case E11, ici, pour savoir, en fait, les dépenses totales, le budget dont j'ai besoin, en fait, pour mon année, quelle formule vais-je pouvoir utiliser? Voilà, c'est tout pour cette vidéo d'introduction vraiment aux bases d'Excel. Vous allez pouvoir maintenant vous diriger vers les TP. Je vous remercie de votre attention.